Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce webinaire sur l'intelligence économique en Afrique. Alors, on sait tous que l'Afrique offre un potentiel très important. J'avais mis un chiffre dans le synopsis de 3 000 milliards, qui est quand même une somme, hein, n'est-ce pas? Et donc, on sait It's évidemment que good. l'Afrique offre un potentiel aujourd'hui enfin, très important et les marges de progression, évidemment, sont importantes. Cela dit, quand on veut aller en Afrique, quand on veut s'y développer, il faut peut-être savoir où on veut mettre les pieds, où on met les pieds, ce qu'on risque, ce que l'on veut obtenir, etc. Et donc, l'important, c'est de qualifier justement les opportunités qu'on peut obtenir, de caractériser les risques, de diminuer en fait l'incertitude pour les uns et les autres. Et tout ça, c'est évidemment indispensable. C'est un peu pour ça que on a fait ce webinaire. L'intelligence économique donc est là pour justement aider à sécuriser, à réduire cette incertitude, à réduire ces risques. Euh, et l'objectif que nous nous sommes fixés là ce matin, c'est de faire un petit peu l'état de l'art dans le domaine de l'intelligence économique. Et pour ça, j'ai sollicité donc trois experts de référence dans le domaine que je vais présenter rapidement. Euh, Stéphane Mortier, alors je le présente dans l'ordre non pas d'intervention, mais d'affichage à l'écran, Stéphane. Euh, donc Stéphane est expert en intelligence économique, en diplomatie d'affaires et en cybersécurité. Euh, Tu as une expertise, notamment sur plusieurs pays africains et en particulier la RDC. Tu as été responsable de l'intelligence économique à la DGGN pendant pas mal de temps. Et tu es aussi, au-delà de cette expertise en diplomatie d'affaires, expert en droit des affaires, OHADA, et aussi en cybersécurité. Euh, Jean-Claude Fontanive, donc merci d'être là, Jean-Claude. Donc, tu t'es présenté rapidement tout à l'heure entre nous, mais je redis ce qui me paraît très important. Donc, tu es consultant international en diplomatie d'affaires depuis très longtemps. Tu es le CEO d'une entreprise qui s'appelle Nexi et qui, en même temps, a un partenariat très rapproché avec une école où tu diriges la chaire de transition énergétique, environnement, changement climatique. Et tu as occupé plusieurs fonctions de direction à l'international, de direction de projet, et tu es aussi aujourd'hui un expert justement de l'intelligence économique et tu nous diras quelle spécialité évidemment tu as. Euh, Jean-Charles, merci également de ta présence. Donc, Jean-Charles est expert en intelligence sociale, sécurité intérieure, gestion des crises. Tu as aussi fait une carrière dans le conseil stratégique auprès d'organisations publiques et privées. Tu as eu des responsabilités, on va dire, d'intelligence. Tu préciseras, si tu veux, tout à l'heure, euh, dans la coordination d'activités civilo-militaires pour des crises externes, hein. Et donc aujourd'hui, tu interviens dans le domaine de l'intelligence économique et dans la diplomatie d'affaires également. Donc, ce que je vous propose, donc on va traiter ce sujet. Avant de démarrer, peut-être que je vous rappelle très rapidement un mot sur Convergence internationale, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Nous sommes depuis 2016 opérateurs de services pour le développement international, experts de la relation d'affaires, du développement des affaires sur l'axe Europe-Afrique.
Ce que nous faisons, c'est d'essayer évidemment de répondre aux enjeux des entreprises, obtenir de l'information, accéder à des opportunités et au marché, trouver des partenaires stratégiques, faire des affaires, gérer, piloter des projets. Voilà les enjeux auxquels on essaie de répondre, les enjeux des entreprises et aussi des organisations intermédiaires. Je vais tout de suite vous présenter et je vais partager, si vous voulez bien, mon écran. Euh, voilà. Voilà le programme, messieurs, dames, en 4 points. Alors, l'intelligence économique, discipline majeure, en fait, je ferai une rapide introduction, puisqu'on s'est organisé comme ça avec les intervenants. Et ensuite, on aura 3 points, 3 séquences. Une séquence intelligence stratégique avec Jean-Charles Poupel, une séquence IE et cybersécurité avec Stéphane Mortier, et une séquence influence opérationnelle avec Jean-Claude Fontanive. Alors, là, moi, je vais faire vraiment une introduction rapide et c'est, je dirais, plus pour à vocation un peu pédagogique parce que l'intelligence économique, tout le monde en parle, on utilise beaucoup le terme, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, j'ai souhaité qu'on soit clair avec, d'abord en définissant ce que c'est. Donc, l'intelligence économique, c'est une discipline qui regroupe l'ensemble des processus de collecte, d'analyse et de diffusion de l'information stratégique. Euh, Évidemment, elle a un objectif, cette intelligence économique, c'est de transformer les informations en informations pertinentes, fiables, exploitables. Euh, les informations parfois brutes, bien sûr, hein, et l'objectif, évidemment, les transformer en informations euh, utiles, en savoir éventuellement, sur lesquelles on va pouvoir bâtir des stratégies. Euh, Quelles sont les priorités de l'intelligence économique? J'écris ici, orienter les choix d'une entreprise, d'une institution sur des questions essentielles. Alors, évidemment, alors quand on est un pays, ça va être sur des questions géopolitique, d'innovation, politique d'innovation, de cybersécurité aussi, d'influence globale. Quand on est une entreprise, les questions, ça peut être le développement produit, le recrutement de partenaires ou même de talents, la sécurité des informations, la gestion des risques, etc. Donc, les intervenants se positionneront en fonction du niveau aussi sur lequel on intervient. On peut intervenir évidemment à différents niveaux, au niveau d'un pays, au niveau d'une organisation, au niveau d'une micro-entreprise, au niveau même d'un individu. Mais ils nous diront quelles sont les différences. Alors, je voulais peut-être, avec deux images, passer un petit message. Le premier message, effectivement, c'est pas nouveau, hein, l'intelligence économique. Euh, je suis remonté au début des années 40, où vous savez bien qu'il y a eu pendant la guerre de l'espionnage industriel, du renseignement militaire, et ça c'est un peu la base, vous reconnaissez la machine de Turing, euh, à partir de ça, s'est développé ce qu'on peut appeler l'intelligence économique ou le competitive intelligence, comme l'ont appelé les Américains dans les années 80. Donc évidemment, les outils, les techniques, les méthodes, les approches qui existent aujourd'hui dans ce domaine, elles sont dérivées aussi de ce qui s'est passé à ce moment-là. Deuxième idée, alors un peu sous forme de boutade, parce que je ne sais pas si rechercher l'information stratégique en Afrique, c'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. En tout cas, le message ici, c'est que clairement, il va falloir s'adapter au contexte africain, aux particularismes locaux, pour pouvoir être efficace dans la recherche d'informations. Et là, je laisserai nos intervenants répondre à cette question. Euh, je ne prends pas de questions à ce stade.
je propose tout de suite que Jean-Charles, tu prennes la parole. Éventuellement, je te propose de repréciser peut-être quelque chose ou enfin, te concernant, de repréciser un petit peu ton parcours très rapidement avant d'aborder et de répondre à la question comment prendre des décisions éclairées pour vos investissements. On aura donc après une séance de questions-réponses avec l'intervention de Jean-Charles et on avancera comme ça pour les deux autres interventions. On aura aussi à la fin une séance, enfin une séance de questions-réponses conclusive avec donc la possibilité pour chacun de vraiment de reposer et de ressolliciter nos experts. Utiliser le chat qui est là pour poser, pour faciliter la communication et poser les questions. Jean-Charles, j'arrête mon partage, sauf si tu veux que Non, je le remette. tu peux Mais laisser le. sinon, à toi la parole. Vas-y. Merci, merci Jean-Pierre. Non, non, tu peux laisser le partage pour un support visuel. Je pense que ma tête a pas plus de nécessité à être affichée que ça. Non, non, mais tu es très bon. Bonjour à tous, merci pour les spécialistes présents, merci pour les auditeurs. Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'intelligence économique et stratégique en Afrique. Aujourd'hui, donc, je vais essayer de vous présenter les enjeux actuels de perspectives d'avenir pour cette intelligence économique adaptée, enfin, et stratégique adaptée donc, au continent africain. Il y a quelques spécificités qui font qu'on ne peut pas reproduire ce qu'on sait faire ailleurs sur ce continent. Donc, avant de plonger dans le sujet, je vais essayer de me présenter brièvement. Donc, Jean-Charles Poupet, je suis expert en intelligence sociale, en sécurité intérieure et gestion de crise. Donc, mon parcours s'est construit autour de la gestion des enjeux stratégiques, en particulier dans les contextes de sécurité nationale et internationale. J'ai également développé donc, ma propre méthode d'intelligence sociale issue de doctrines militaires du siècle passé, permettant de combiner en fait tout ce qui touche à ce qu'on appelle la contre-intelligence économique, sociale et stratégique. Euh, alors, l'intelligence économique et stratégique. Alors, l'IE se pense défensive, elle se pense offensive, comme on sait tous, et également prospective. Donc, c'est quand même trois dimensions qu'il faut bien intégrer à l'intelligence économique. On n'est pas sur cette voie passive, simplement sur l'intelligence défensive ou simplement de réception d'informations. Alors, il faut s'imaginer que l'on est dans un immense carrefour, en particulier sur l'Afrique. Alors, non pas de voiture, mais d'information. Donc, la quête est celle de la captation de cette information. Chaque donnée qui traverse cette intersection est une pépite d'or potentielle pour celui qui sait non seulement les recueillir, en capacité d'aller les analyser, et là, pour le coup, il faut que ça soit assez rapide pour pouvoir l'utiliser. Voilà ce qu'est l'intelligence économique et stratégique selon moi. C'est une approche méthodique pour comprendre et utiliser les flux d'informations qui passent sous notre nez pour prendre des décisions éclairées, préserver nos intérêts, anticiper les mouvements des acteurs qui sont dans le système observé et dans le domaine économique, mais aussi politique, parce qu'il n'y a pas d'économie sans l'anticipation des décisions politiques à l'intérieur de l'État, mais également à l'extérieur de l'État. Donc, dans cette quête, l'intelligence économique se déploie sur plusieurs fronts avec l'idée que rien n'est insignifiant et notre but va être de capter, sans négliger bien sûr les signaux forts, mais de capter les signaux faibles. Alors, comme un détective, le spécialiste d'analyse et d'intelligence économique, comme un détective, donc, il cherche les indices qui vont révéler les forces et les faiblesses. Alors, non seulement des concurrents, mais bien évidemment sur les partenaires potentiels, hein, puisque le but, c'est de tisser et de construire des affaires en commun. Et il faut s'assurer, bien sûr, de la force et des faiblesses de nos partenaires. Ensuite, l'intelligence économique va au-delà de l'analyse pure, hein, pour entrer dans le domaine de, comme je disais en préambule, de la prévision et de l'anticipation, ce qu'on va appeler la prospective. En intelligence économique, on doit pouvoir, avec les algorithmes qui sont à disposition aujourd'hui, de tisser des scénarios possibles sur les avenirs, court terme, moyen terme et long terme. Pour moi, c'est là que ça devient intéressant, puisqu'il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui se passe maintenant, mais de comprendre ce qui pourrait se passer demain, dans un futur qui est toujours plus fulgurant et évolutif dans le contexte international qu'on connaît. Euh,
Alors, pourquoi des polarités rares entre renseignement et géopolitique en Afrique en particulier? Euh, Nous avons effectivement une tension entre ce qu'on appelle, nous, le renseignement humain et la géopolitique internationale. Elle est le résultat donc d'une dynamique unique où le contrôle de l'information et les intérêts économiques et les tensions stratégiques se rencontrent et souvent s'opposent. L'Afrique se distingue par sa richesse, bien sûr, en ressources naturelles, hein, pétrole, minerais, métaux rares, ainsi que les enjeux démographiques et géopolitiques marqués. C'est pour ça que les approches d'intelligence économique doivent intégrer, bien sûr, tout ce qui touche à ce qu'on peut appeler l'intelligence sociale. Le renseignement humain, donc traditionnel, utilisé pour collecter les informations grâce à des sources locales, reste bien sûr indispensable en Afrique, où les réseaux technologiques et les infrastructures de surveillance électronique sont souvent insuffisants, voire absents dans certaines zones reculées. Donc, le renseignement humain permet à la fois d'accéder à des informations bien sûr précieuses en temps réel, notamment dans les régions où les technologies ne peuvent pas couvrir. Pourtant, ce renseignement est vulnérable euh, aux biais, aux manipulations et aux menaces qu'on peut retrouver en local, car les agents de terrain sont souvent pris entre la loyauté des acteurs locaux et la fidélité des commanditaires étrangers. Donc il y a des vraies tensions et c'est là où on rentre dans le domaine, dans le paradigme de la guerre économique, puisque les usages, effectivement, du coup, sont plutôt dans ce paradigme, quelquefois, que l'intelligence économique, comme on peut la connaître habituellement. Euh, alors, il y a bien sûr en Afrique donc, des enjeux, mais comme partout, hein, dans tout ce qui est dans un monde économique, c'est un peu la règle, mais on va dire que c'est marqué, un peu plus marqué effectivement en Afrique sur les enjeux de rivalité et d'influence. On a ici donc l'ensemble des puissances internationales, hein, bien sûr, qui sont concentrées sur les richesses africaines, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne, et même les acteurs émergents, comme on peut le voir aujourd'hui, je fais référence à la Turquie ou à l'Inde, qui sont aujourd'hui également sur l'observation et l'action dans ce domaine. Donc chacune de ces puissances a ses propres objectifs, accès aux ressources, position stratégique, influence politique et développement économique. Donc, c'est cette compétition qui mène à cette polarité rare où les alliances se forment et se défont, souvent au détriment des stabilités locales, mais également au détriment des relations anciennes. On peut le voir aujourd'hui, bien sûr, entre la France et certains pays africains. Autant dire que là, du coup, c'est un impact direct sur l'avancée des contrats et des accords qui pourraient y avoir commerciaux. Et bien sûr, là, on voit l'impact réel et direct d'une position de positionnement politique d'État à État sur le développement économique. Donc, cette polarité rare met une double pression du coup à nos chères nations africaines. Cette polarité entre les renseignements humains locaux et les forces de la géopolitique internationale place les nations africaines dans une position délicate. Elles bénéficient de l'expertise et des investissements étrangers. D'autre part, elles subissent des pressions pour orienter les politiques en fonction des intérêts de puissances externes. Ces tensions créent une instabilité dans la gestion des ressources et des alliances. Et chaque information transmise ou reçue peut être autant un levier de pouvoir comme un piège diplomatique. Euh, dans cet environnement, dans cet environnement, effectivement, du coup, le renseignement humain est souvent utilisé non seulement pour acquérir des informations, mais aussi pour diffuser des contre-mesures ou des stratégies d'influence. C'est là où on est sur une IE, une intelligence économique offensive. Les puissances exploitent les faiblesses des États et les régions pour affaiblir les concurrents en diffusant des informations pour le moins biaisées. L'Afrique, en tant qu'espace où se joue cette polarité, devient le terrain d'un jeu d'échecs complexe. Qu'il s'agisse d'un renseignement partagé ou d'un accord signé, peut redéfinir l'échiquier économique et stratégique régional assez rapidement, avec une influence assez court terme. Donc le défi aujourd'hui pour les États africains, je ne sais pas si on a des auditeurs africains aujourd'hui, mais le défi est de tirer un parti de cette situation pour renforcer justement leur souveraineté. Plus les États africains seront souverains, plus la façon de gérer ces relations internationales
de mon point de vue, euh, structurant. Voilà, ça sera structurant pour une économie, pour une intelligence économique et stratégique dans un intérêt global. Donc, il faut que du coup, ces États africains puissent influencer et protéger leurs propres intérêts dans cette arène de rivalité mondiale d'une richesse qui est aujourd'hui que développée. Hein. On a connu l'économie du pétrole. Aujourd'hui, on connaît l'économie des minerais rares dans l'énergie électrique, par exemple. Et on voit tout l'intérêt de ce qui fait maintenant la partie. Donc, alors, pourquoi l'Afrique est aujourd'hui hein, au cœur de systèmes de guerre économique. Euh, la lutte pour le contrôle et la protection des ressources naturelles, comme le pétrole, les minerais rares et les terres agricoles, implique des alliances donc, et des influences internationales et des jeux de pouvoir géopolitiques complexes. L'intelligence stratégique ici va permettre de naviguer dans une complexité non seulement en réagissant, mais en influençant. Et c'est là tout l'intérêt de l'intelligence économique et stratégique, donc en influençant les événements à venir. Le défi de naviguer dans cette complexité pour trouver bien sûr la meilleure direction possible, en évitant les écueils et en saisissant les opportunités qui sont toujours placées d'une façon plutôt fulgurante et évolutive. En d'autres termes, faire de l'intelligence économique et stratégique en Afrique, c'est maîtriser l'art de transformer des informations brutes qu'on est capable de capter sur le terrain en actions stratégiques, tout en comprenant que ces décisions prises aujourd'hui sèment les graines d'un paysage de demande, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler ici le renseignement d'affaires. Pour traiter le contexte donc, et enjeu de l'intelligence économique en Afrique, il faut bien comprendre que le rôle croissant de l'intelligence économique en Afrique nous permet d'abord de reconnaître des enjeux spécifiques auxquels le continent est confronté dans le cadre de la mondialisation. L'Afrique est au cœur de nombreuses convoitises, on le sait, je l'ai déjà dit, notamment en raison de ses ressources. Cette conjoncture amène les gouvernements et les entreprises africaines à renforcer leur résilience et à maîtriser les flux d'informations pour protéger leurs intérêts. À savoir que là, je traite l'information au niveau global, mais pour chaque État, évidemment, il y a des spécificités. L'intelligence économique donc, africaine s'articule au cours de trois grands axes aujourd'hui: la protection et la valorisation de leurs ressources naturelles, la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement et le développement des infrastructures pouvant soutenir cette croissance. Là, on est au cœur de mon point de vue de l'intelligence économique à partir de ces trois axes. Et de ces trois axes, on peut observer pas mal de situations et d'événements et la captation d'informations pertinentes. Chacun de ces axes donc, contribue directement à la compétitivité, à la stabilité économique des pays africains. Ces disparités qui naissent effectivement de la compréhension de ces trois axes impliquent une adaptabilité constante pour garantir des données fiables et exploitables dans les environnements parfois instables. Instable donc, dans la gestion des ressources naturelles, l'Afrique possède donc des ressources minières, etc., énergétiques, agricoles même. De nombreux États africains s'efforcent de maximiser la valeur de ces ressources et tout en se protégeant des pratiques prédatrices d'entreprises étrangères. Ce qui est un fait. Il faut le reconnaître et c'est ce qui crée des relations diplomatiques quelquefois compliquées. L'intelligence économique donc, joue un rôle crucial. Elle permet aux décideurs d'anticiper des tendances mondiales, de mieux négocier avec les partenaires internationaux et d'optimiser les retombées économiques et surtout, j'ai envie de dire, de détendre le système où, où les décideurs prennent un poids d'égalité dans la compréhension des intérêts de chacun. Donc, si on prend l'exemple de l'exploitation pétrolière, par exemple, les pays riches en pétrole comme le Nigeria et l'Angola font face à des défis permanents pour optimiser la gestion de cette ressource, tout en évitant, bien sûr, une dépendance économique excessive. Donc, grâce à cette veille stratégique rigoureuse, ils peuvent non seulement capter les mouvements des marchés mondiaux, mais aussi anticiper des changements de régulation et d'intérêt des investisseurs. Là, je fais référence, bien sûr, aux boîtes, aux grands influenceurs qui sont les traders d'énergie qu'on retrouve à Genève comme Mercuria. On voit effectivement du coup comment s'organisent les véritables réseaux de puissance dans le domaine des énergies. Vient ensuite donc tout ce qui touche à la sécurité des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement. Là, on mesure que les infrastructures africaines se développent, qu'il s'agisse bien sûr d'énergie, de transport ou bien sûr de télécommunications. Il devient donc essentiel
de protéger ses investissements. En effet, l'Afrique est aujourd'hui particulièrement vulnérable aux fluctuations politiques et aux conflits qui affectent ces fameuses chaînes d'approvisionnement. Et les gouvernements et entreprises utilisent des stratégies d'intelligence économique pour anticiper, pour prévoir ces risques logistiques et sécuriser les approvisionnements en l'occurrence. Par exemple, les infrastructures en télécommunication vitales pour le développement numérique sont aujourd'hui des cibles, des acteurs de déstabilisation. Et en investissant dans les outils de surveillance et de sécurité informatique, ben, les États africains se donnent le moyen de limiter les interruptions d'accès, de préserver hein, ce continuum économique. Ensuite, donc, le troisième point, c'est la concurrence étrangère et les influences géopolitiques. Ben, j'ai envie de dire un peu comme toujours, mais aujourd'hui, c'est quand même monté en puissance. L'Afrique est devenue un véritable champ de bataille géopolitique. Euh, on y mélange tous les conflits, hein, économiques, diplomatiques, politiques, mais conflits réels, hein, puisque du coup, on les connaît et on les suit, où les puissances comme bah, la Chine, les États-Unis, l'Europe et la Russie en particulier rivalisent pour obtenir des accords économiques stratégiques. Et là, j'ai envie de dire, à peu près tous les coups sont permis. Dans ce contexte, l'intelligence stratégique permet aux gouvernements et aux entreprises africaines de bien appréhender, de bien comprendre cette dynamique de pouvoir et de négocier ainsi des partenariats qui tendent vers un meilleur équilibre. Si on prend l'exemple de la Chine, j'aurais pu prendre les Russes, ou l'Europe, ou la France, ou les États-Unis, mais si on prend l'exemple de la Chine, qui investit massivement aujourd'hui dans les projets d'infrastructure en Afrique, sa fameuse politique des nouvelles routes de la soie, bah, grâce à une stratégie d'intelligence économique bien orchestrée, certains pays africains comme l'Éthiopie ou le Kenya ont pu optimiser leur partenariat tout en protégeant leur souveraineté, même si au regard de ce qui se passe récemment au Kenya, on peut quand même s'interroger sur sur les vrais leviers de souveraineté que peut maintenir le Kenya aujourd'hui face à la Chine. En conclusion, l'essor de la numérisation en Afrique a accru les risques de cybercriminalité. Je vous rappelle qu'il y a ce qui s'oppose depuis le début, le renseignement humain et le renseignement qu'on peut avoir à travers le monde cyber. Les gouvernements africains donc, investissent de plus en plus dans les stratégies de cyberdéfense, puisqu'elles développent de plus en plus leurs systèmes d'information et systèmes de décision. L'intelligence économique joue un rôle fondamental en sécurisant les données stratégiques des États, en protégeant bien sûr les infrastructures numériques. Des pays comme le Rwanda ou comme le Maroc investissent activement dans des solutions de sécurité numérique aujourd'hui pour renforcer la résilience des systèmes nationaux et protéger bien évidemment le tissu des entreprises locales. Le degré de numérisation donc, des systèmes décisionnels varie beaucoup d'un pays à l'autre. On a quelques exemples à donner. En Afrique, bon, l'Afrique du Sud étant l'une des économies les plus avancées donc en Afrique, donc utilise largement donc, des outils de ce qu'on appelle des outils de business intelligence pour la prise de décision, en particulier dans les secteurs de la finance et de l'énergie. On a le Nigeria, un autre exemple, avec un niveau d'informatisation qu'on va nommer d'intermédiaire, notamment dans la finance et les télécommunications. Ils adoptent des solutions numériques pour moderniser les services publics et renforcer ce qu'on appelle la bancarisation numérique. Et puis on a l'exemple du Maroc, j'en prends que trois, hein, où le pays investit activement dans l'informatisation de son administration publique, particulièrement dans les domaines des finances et de l'éducation, qui est une vraie vision à long terme intéressante en vue de rationaliser donc, les prises de décision. Donc, dans le cadre de la cyberéconomie, comment utiliser une façon pratique d'autres méthodes que la puissance cyber pour capter de l'information qui permettrait de faire des plans d'intelligence économique et stratégique, on a quelques contre-méthodes qui permettent d'avoir accès à un bon niveau d'information. J'en ai 6 à vous citer. Il y a la surveillance des médias et des réseaux sociaux. Donc, bien sûr, c'est de suivre l'actualité au plus près qui permet de repérer des tendances économiques et des changements de contexte. Il y a le réseautage professionnel, ça on le connaît tous, on lui donne plein de formules assez modernes, mais ça revient à du réseautage professionnel, donc établir des contacts locaux qui offrent des informations précieuses et de première main. À l'opposé des médias où on a dans l'information des contre-mesures, on a là sur le réseautage professionnel des problématiques de corruption, évidemment, corruption de la décision et d'influence. On a sur les études de marché des sources, bien sûr, comme des grands cabinets comme Gartner ou McKinsey, qui fournissent des rapports ciblés et des prévisions fiables.
Mais là, il faut se rappeler qu'en intelligence économique, est une guerre économique qui se nomme pas, et donc il est toujours s'assurer de la nationalité des cabinets d'études, parce que bien évidemment, même si l'information est sans doute véridique, il y a forcément des biais cognitifs de protection nationale. L'analyse des flux commerciaux et financiers, bah, c'est assez peu exploité. C'est vraiment une vraie source intéressante. C'est les données douanières qui offrent des informations stratégiques et des flux de marchandises. Il faut savoir que ces banques de données, effectivement, sont accessibles. C'est des données brutes. Il faut avoir ensuite, effectivement, des moyens informatiques, effectivement, d'extraire ces données. Mais ces données sont quand même assez intéressantes. Il faut bien sûr trouver des moyens d'extraction et d'analyse de ces données. Et puis après, on a le sixième moyen pour moi, c'est bien sûr le consultant spécialisé. Vous en avez quelques-uns sur le plateau aujourd'hui, si j'ai bien compris. Donc, travailler donc avec des firmes ou des structures de renseignement stratégique qui peut s'avérer efficace pour les analyses très spécifiques, très contextuelles. D'un pays à l'autre, il y a des vraies différences sur le continent africain. Et il faut vraiment des spécialistes et des experts vraiment très précis et en connaissance également des personnes qui sont en poste pour faire de l'analyse au renseignement d'affaires en passant par la fameuse due diligence. Alors, l'intelligence économique et stratégique est un pilier fondamental pour l'Afrique aujourd'hui, c'est évident. En anticipant les risques et en renforçant leur résilience, ben, les pays africains peuvent maximiser les bénéfices et leur croissance économique, réduire leur dépendance extérieure et se positionner dans une économie mondiale compétitive. En fin de compte, bah, l'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à capitaliser sur ses ressources tout en s'adaptant aux évolutions rapides de l'environnement extrêmement mutant, géopolitique et technologique mondial. Euh, un exemple quand même, du coup, enfin avant l'exemple, l'explication, mais donc du coup, l'accès à l'information sur les stratégies économiques des pays qui se tournent vers l'Afrique est un moyen efficace de veille stratégique. C'est-à-dire qu'il est plus intéressant aujourd'hui d'observer les pays qui veulent rentrer sur le marché africain ou qui sont déjà sur le marché africain que d'observer les pays d'Afrique directement, puisque toutes les intentions sont les bonnes comme les stratégiques particulières, effectivement, du coup, sont déjà affichées par les États. Donc, faire une veille active sur les pays sur les pays qui sont entrants sur le marché africain avec ces nouvelles économies, énergie et matières premières, est une démarche intéressante justement pour anticiper les évolutions en intelligence économique. L'exemple, c'est analyser les discours, les publications, les documents stratégiques des gouvernements des pays investissant en Afrique. Donc aujourd'hui, travailler sur faire de la veille sur la Chine, les États-Unis, l'Inde, la France ou le Royaume-Uni sur leur politique économique africaine est une vraie manne d'informations pour anticiper les opportunités. Donc, il y a aussi les plateformes utiles, telles que le rapport sur l'investissement dans le monde de la CNUSED, qui est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui est un organe subsidiaire d'une structure qui siège donc à Bruxelles, qui s'appelle l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a été créée en 1964, qui est une espèce de think tank actif, de conseillers, des spin doctors, effectivement, du coup, sur ce qui peut effectivement se tisser. Donc, ils fournissent des données et des flux d'investissement étrangers en direct et en direct liés avec l'Afrique. Jean-Charles, j'ai une question à te poser. Oui, Bon, on est dans la conclusion là, de ton intervention. oui, Le président Macron est au Maroc là. oui, Euh, Après une période un petit peu difficile entre la France et le Maroc, tout le monde le sait, c'est dans la presse. oui. On aimerait tous savoir, enfin, on aimerait, et les acteurs économiques aimeraient savoir qu'est-ce qui va se passer dans dans les 3 ans qui viennent, en particulier donc au plan économique, hein, bien sûr. Est-ce que les entreprises françaises vont bénéficier, par exemple, de ça? C'est une Pardon. problématique d'intelligence économique, ça. En quoi l'intelligence économique et stratégique pourrait-elle aider à répondre à ça? Alors, euh, il y a, Rapidement, on fait une réponse. oui, Après, rapidement. j'aimerais qu'on avance après avec Stéphane. Voilà, donc il y a l'intelligence politique, l'intelligence stratégique et l'intelligence économique. Il faut que le porteur de projet
effectivement du coup qui a besoin de développer son commerce se concentre sur l'intelligence économique et sache garder un cap. Récemment, avec l'Algérie, on avait des vraies tensions et les contacts que j'avais en direct avec des entreprises algériennes, c'était de dire ben, c'est leur problème, on est en désaccord politique, mais on doit savoir travailler ensemble. Voilà. Donc, c'est ça, il faut se préserver de notre. Enfin, en tout cas pour la France, pour cet exemple que tu donnes avec le président Macron, il faut se préserver de toutes les formes d'arrogance qui peuvent exister entre les États, de part et d'autre, et se concentrer sur l'intérêt qu'on a en commun. Et je crois que les donneurs d'ordre, effectivement, locaux en Afrique, que ce soit au Maroc ou ailleurs, savent faire la différence entre ce qui est de l'ordre de l'intelligence politique et à la différence de ce qui peut toucher à l'intelligence politique, à l'intelligence économique. Je te remercie. Il y aurait plein de questions à te poser, mais on reviendra à la fin du webinaire. Merci. Stéphane, je te donne la parole. En faisant, là, l'objectif, c'est de faire un focus sur la cybersécurité. Redis peut-être aussi rapidement ton expertise dans le domaine. Et vas-y, à toi la parole. Eh bien, merci Jean-Pierre. Bonjour à tous. Alors oui, en deux mots, voilà, moi je baigne dans l'intelligence économique depuis je dirais, une bonne quinzaine d'années et j'ai été l'adjoint du bureau de l'intelligence économique à la direction générale de la Gendarmerie nationale pendant 14 ans, institution que j'ai quittée euh, cette année pour être jeune retraité. Donc ça, j'en suis particulièrement heureux euh, d'être jeune retraité. Mais bon, retraité actif, puisque j'ai évidemment une autre activité de consultant en gestion de projet, intelligence économique et diplomatie d'affaires euh, sur l'Afrique centrale essentiellement, République démocratique du Congo, Burundi, essentiellement à l'heure actuelle, mais aussi de temps en temps quelques missions au Tchad, Gabon, Centrafrique, etc. Et donc, Euh, compte tenu de tes obligations pendant ces 14 ans, tu ne peux répondre à aucune question sur ces 14 années que tu as passées, bien sûr. voilà, sur ce qui n'est pas public, effectivement, mais il y avait énormément de choses publiques puisque j'y représentais, je représentais l'institution dans la politique publique de sécurité économique qui, elle, n'est pas du tout une politique publique classifiée, en tout cas sur 80% de son activité. Il suffit d'aller voir le site de Bercy pour s'en convaincre. Voilà. Alors, le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est avant tout l'Afrique. L'Afrique dans son contexte actuel, c'est-à-dire un contexte particulièrement mouvant, avec, je dirais, des évolutions très rapides, tout secteur et tout sujet confondu. Et en ce qui me concerne plus particulièrement en matière de cyber au sens large et de cybersécurité de façon plus précise. Alors, j'aborderai trois points particuliers. Euh, Premièrement, la donnée et l'intelligence économique. Est-ce que c'est un couple qui fonctionne bien ou pas? Ça sera le premier point. Le deuxième point, ce sont les transitions numériques en Afrique. Où en est-on? Vers quoi peut-on tendre dans les années à venir? Et quelles sont éventuellement les opportunités dans ce secteur des transitions numériques? Et enfin, un troisième point sur la dépendance, ce que moi j'appelle la dépendance des États africains aux technologies. Alors, vous verrez que quand on abordera ce troisième point, il n'y a pas que les États africains qui sont dépendants technologiquement en matière de transition numérique et de cybersécurité, mais nous y reviendrons. Alors, les données et l'intelligence économique. Alors, l'intelligence économique, comme l'a dit Jean-Pierre en introduction, c'est tout simplement de la gestion d'informations en intelligence économique, mais de la gestion d'informations
stratégique qui va être utile soit à un acteur économique, soit à une institution, dans un objectif soit d'accroissement de compétitivité ou d'accroissement de l'efficacité ou de l'efficience pour une institution. Donc, il s'agit bien avant tout de gestion d'informations stratégiques. Or, depuis, je dirais aujourd'hui, une trentaine d'années, l'information est dématérialisée. Qui dispose aujourd'hui d'informations uniquement papier ou que sais-je. Non, l'information est à 99% dématérialisée. Et donc, l'intelligence économique qui est de la gestion de l'information, c'est de la gestion d'informations dématérialisées essentiellement. Et les pays africains ne font pas exception à cette règle aujourd'hui, même s'il y a quelques petites exceptions. Je vous donne juste un exemple. Le registre du commerce en Mauritanie est toujours manuscrit. Hein, mais c'est des choses qui ont quand même tendance à disparaître. Alors, qui dit données dématérialisées, informations dématérialisées, eh bien, pose la question de la sécurité de ces informations. C'est là qu'intervient le concept de cybersécurité. Alors, je parle bien, moi, de concept de cybersécurité parce qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. Pour moi, la cybersécurité, c'est l'ensemble des moyens que l'on va mettre en œuvre pour sécuriser de l'information dématérialisée. Alors, l'ensemble des moyens, c'est vaste. Hein. Ça peut être la législation, ça peut être un outil technique, ça peut tout simplement être le savoir-faire du RSSI, etc. Donc, il faut voir la cybersécurité au sens large comme un ensemble de moyens à disposition pour sécuriser son information dématérialisée. En d'autres termes, ses données. Alors, l'Afrique n'est pas le moins bon élève dans le monde sur la cybersécurité. Preuve en est un texte de l'Union africaine que l'on appelle la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. C'est un texte qui a été adopté par l'Union africaine en 2014, mais qui est entré en vigueur l'an dernier, c'est-à-dire en 2023. Alors, ce qui est intéressant dans cette convention, c'est qu'elle aborde à la fois la cybersécurité et la gestion des données personnelles. Alors, le parallèle peut être très rapidement fait avec notre RGPD européen, Règlement général sur la protection des données personnelles. Mais je pense que la Convention de Malabo, même si elle est beaucoup moins précise que notre RGPD, elle a le mérite d'associer la cybersécurité, le concept de cybersécurité, à la gestion des données personnelles. Ça, c'est quelque chose de particulièrement important et je dirais même de particulièrement novateur. Et c'est en 2014, donc avant notre RGPD. Donc, voilà, tout ça pour dire que même si l'Afrique, ça reste un continent parfois compliqué, mais c'est un continent qui avance très vite et qui est parfois à la pointe de l'innovation, notamment juridique, avec cette convention de Malabo, par exemple. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. D'autres exemples de modernité en matière, je dirais, de cybersécurité et plus loin encore, même de cyberdéfense en Afrique, en République démocratique du Congo, par exemple, il y a un service de cyberdéfense qui est rattaché à la présidence de la République. C'est un des rares pays africains à en avoir un, ce qui montre que on prend ça particulièrement au sérieux aujourd'hui dans les stratégies de défense des intérêts fondamentaux de la nation. Alors, pour ceux qui connaissent le sujet, dans nos pays européens, les services de cyberdéfense, y compris en France, ne sont pas si vieux que ça. Hein. C'est quelques années, c'est moins de 10 ans. Hein. Donc, imaginez que notre éventuel a priori sur l'Afrique n'est pas du tout légitime vu que
plus ou moins de façon concomitante, des services identiques ont été mis en place dans des États africains et pas forcément en coopération avec des États occidentaux. Autre exemple, et je terminerai sur celui-là pour le premier point, le Sénégal a, il y a quelques mois, mis sur orbite son premier satellite qui servira à différentes choses et notamment à générer des données, quelles qu'elles soient, hein. Un satellite, ce n'est qu'un relais pour la gestion des données, tout simplement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est comme les câbles sous-marins. Ils ne sont là que pour faire transiter de la donnée, hein. Donc, vous voyez toutes ces choses qui sont assez innovatrices. Alors, je prends l'exemple du Sénégal, mais ce n'est pas le premier pays africain à avoir ces satellites, hein. Le Nigeria en a aussi depuis quelques années, l'Éthiopie également. Donc, vous voyez, l'information dématérialisée demande de la sécurité, mais des choses existent avec des outils, que ce soit des satellites ou des outils de cybersécurité, et des organisations qui organisent la cyberdéfense ou tout simplement la gestion du numérique dans les États, comme des agences de développement du numérique et parfois même des agences de protection des données personnelles dans aujourd'hui une bonne trentaine de pays sur les 54 du continent. Ça, c'était le premier point qui pose, je dirais, un contexte global. Ensuite, les transitions numériques dans les pays africains, mais où en est-on? Alors, je vous ai déjà donné quelques éléments de réponse là-dessus en disant que les États africains n'avaient pas à pâlir par rapport à d'autres États dans le monde sur leur état d'avancement en matière de transition numérique. Ceci dit, il y a des disparités particulièrement importantes. On a toujours tendance à penser l'Afrique comme étant un continent homogène. Or, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez des Afriques sur le continent africain. L'Afrique du Nord a ses spécificités. Entre le Maroc et l'Égypte, les spécificités sont différentes. Entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, il y a un monde de différence. Entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, bien que francophone essentiellement, c'est un monde de différence également. Entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique, je dirais, septentrionale, c'est un monde de différence. Donc, attention, l'Afrique, ce n'est pas quelque chose d'homogène. Et puisque ce n'est pas quelque chose d'homogène, il y a forcément des disparités en matière de transition numérique également. Alors, il y a quand même des tendances. L'Afrique anglophone semble avoir quand même une petite longueur d'avance sur l'Afrique francophone. Ça, c'est indéniable et je pense que ça, c'est dû à différents facteurs culturels et historiques, hein, et notamment la mentalité anglo-saxonne dans, je dirais, les pays d'Afrique anglophone, hein. Donc, nous avons des pays comme le Kenya qui sont très avancés, hein. Le Kenya, il y a déjà une douzaine d'années, avait sa propre Silicon Valley pour héberger ses startups en matière de nouvelles technologies, hein. Et ça, c'est quand même, ça fait une bonne douzaine d'années, et je dirais même une quinzaine d'années aujourd'hui. Et donc, là, il y a quand même des choses qui se sont faites relativement rapidement en Afrique anglophone. Ne parlons pas de l'Afrique du Sud, évidemment, qui est aussi particulière et spécifique. Mais en Afrique francophone, il y a quand même pas mal de retard en matière de transition numérique. Même si la plupart des États d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale aujourd'hui se sont dotés d'un ministère du numérique. Alors, j'étais il n'y a pas très longtemps avec la ministre béninoise du numérique, où les choses prennent place, je dirais, de façon très rapide, hein. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de le voir. Dans le cas de la République démocratique du Congo, il y a eu un ministère du numérique sous la dernière législature. Il a été supprimé pour cette législature, mais les
ces prérogatives ont été reprises dans un autre ministère. Mais ce qui est intéressant dans le cas de la RDC, c'est que ce ministère du numérique a permis plusieurs choses particulièrement importantes et je dirais même innovantes. C'est-à-dire la ratification de la Convention de Malabo en 2023 et surtout l'adoption du Code du numérique. Alors, vous pouvez le télécharger, hein, vous allez en source ouverte chercher le Code du numérique de la République démocratique du Congo, vous allez voir que c'est un texte particulièrement intéressant, précis et fouillé. Nous n'avons pas d'équivalent chez nous. Hein, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner aujourd'hui. Alors, un exemple au travers de ce code numérique, la signature électronique. Il y avait bien des textes en Afrique, et notamment en Afrique francophone, sur la signature électronique, notamment en droit des affaires OHADA, mais tout cela restait relativement flou et il y avait, je dirais, pour simplifier les choses, un peu de trou dans la raquette. Ce qui a été comblé en RDC avec le code du numérique, qui est très précis sur la question de la signature numérique. Donc, vous voyez, c'est quand même des choses qui sont particulièrement importante en matière de, je dirais, d'innovation juridique sur le sujet. Les questions de cybersécurité sont bien évidemment abordées dans ce code du numérique. Alors, ça reste quand même une question de souveraineté pour les États africains. Hein. C'est pas parce que c'est l'Afrique qu'on ne parle pas de souveraineté numérique. D'ailleurs, ici, en France en particulier, ça fait des années qu'on nous parle de souveraineté numérique et on n'en est encore pas très loin, même si ce n'est pas très sympathique à dire et à admettre, c'est la réalité. Où sont stockées nos données? Eh bien, sur des serveurs qui, même s'ils sont en Europe, appartiennent à des sociétés qui ne sont pas européennes la plupart du temps. Donc, en matière de souveraineté numérique, que ce soit pour nos États ou pour nos entreprises, eh bien, il y a encore un long chemin à parcourir. Eh bien, le chemin n'est pas plus long pour les Africains. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important à avoir à l'esprit également. Nous ne sommes pas beaucoup plus avancés ici qu'en Afrique sur cette question de la souveraineté numérique. Ce qui m'amène à mon troisième point sur les dépendances technologiques. Alors, les dépendances technologiques des États africains en matière de gestion des données et de cybersécurité, mais sont exactement les mêmes que celles que nous avons ici en Europe. Alors, j'ai eu l'occasion de participer à un grand forum sur je dirais la guerre de demain en Europe à l'école militaire en mars dernier, où j'avais présenté un papier sur la dépendance de l'Union européenne par rapport à la Chine et aux États-Unis sur la gestion de nos données et surtout sur l'intelligence artificielle. Eh bien, ce type de dépendance vis-à-vis de grandes puissances que sont les États-Unis, quand je parle de grandes puissances en matière d'outils informatiques et de captation de données, les États-Unis et la Chine. Bien, cette dépendance européenne ou des États européens par rapport à ces deux grandes puissances, eh bien, on retrouve exactement la même dépendance en Afrique. Hein. Rien de différent par rapport à ce type de dépendance. Alors, ça pose quand même une question. Si la gestion des données et même la production des données est systématiquement captée par des puissances étrangères, en Afrique, inéluctablement, les pays africains devront, d'une façon ou d'une autre, se rapprocher d'une de ces deux puissances, et donc soit de la Chine, soit des États-Unis. Quelle est la place de l'Europe dans je dirais, de cette bataille des données? Eh bien, c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que c'est une place qui n'est pas particulièrement très importante. Ce n'est que
corollaire et peut-être au-delà du corollaire, le prisme de ce qui se passe avec le rejet que l'on a pu constater des anciennes puissances coloniales ces dernières années, notamment en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Alors pour ceux qui l'ont vu pas plus tard que hier ou avant-hier, enfin ce week-end, il y avait un article dans le New York Times ou le Wall Street Journal, je ne sais plus, sur la politique africaine des États-Unis, où il critiquait ouvertement la politique africaine de la France. C'est ce que moi j'appelle un signal faible qui montre que les États-Unis sont en train de se positionner d'une façon particulièrement importante sur l'Afrique et, je dirais, sur les cendres de l'ex-puissance coloniale que pouvait être la France. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'œil et surveiller de près, parce que je pense que notre allié américain ne nous fera pas de cadeaux sur le continent africain et sa façon de ne pas nous faire de cadeaux, eh bien, ce sera de gérer les données de nos partenaires ou anciens partenaires. Ça, c'est particulièrement vrai et ça transpire aujourd'hui dans la presse grand public. Donc, je dirais qu'on est on est au-delà du signal faible. Du côté de la Chine, c'est exactement la même chose. Souvenez-vous de la construction du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, qui était truffé de capteurs pour capter les données et espionner l'Union africaine. Et ce siège de l'Union africaine avait été construit par la Chine, évidemment. Vous avez également des opérateurs chinois particulièrement bien implantés en Afrique anglophone. Je pense au Kenya, notamment avec Huawei. Alors, ce sont les mêmes acteurs qu'en Europe, hein, donc il ne faut pas se leurrer, c'est ZTE et Huawei essentiellement. Et il ne faut pas oublier que dans les années à venir, probablement, la prédation économique que l'on connaît de la Chine et des États-Unis en Europe aura lieu en Afrique, peut-être sous une autre forme. Et ce ne sera pas uniquement dans les matières premières telles qu'on le connaît depuis quelques années, mais ce seront sur les marchés des données essentiellement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire rapidement et sans trop entrer dans les détails en matière de données, de cybersécurité et surtout d'évolution technologique et de positionnement des États africains dans leur transition numérique et plus largement dans le secteur des données de la cybersécurité à travers le monde. Voilà, je suis à Stéphane, votre merci disposition. beaucoup. Tu as une question de Bruno Roth, qui est un expert du développement international sur l'Afrique, et qui, tu as la question là dans le chat, il écrit, une des difficultés sera le financement des infrastructures, câbles, cloud, etc. C'est un sujet donc continental ou à minima régional pour mutualiser l'effort. Donc on doit et puis donc sur le sujet, la question c'est voilà, sans une bonne infrastructure maintenue et sécurisée, les services seront faibles et non efficients. Donc en Europe comme en Afrique évidemment. Est-ce que tu as un avis là-dessus sur le financement et enfin, des Alors, infrastructures cloud en particulier pour que les données, enfin voilà, et qu'il y ait les réseaux en fait pour adéquats qui sont alors, aujourd'hui, je dirais pas toujours efficaces. oui, alors il y a j'ai deux éléments de réponse à apporter. Le premier, c'est effectivement sur le financement. Euh, le financement des infrastructures en matière de ce que j'appelle gestion de données, c'est le cloud, les serveurs, tout ce qu'on peut imaginer qui touche à la donnée. Euh, mais le financement, généralement, vient de bailleurs de fonds. Et ces bailleurs de fonds, ils viennent d'où? Ils viennent des États-Unis, c'est la Banque mondiale, hein, essentiellement, ou alors c'est des actions de coopération, hein,
c'est l'AFD, etc., qui financent des infrastructures. Et donc, ça crée systématiquement une dépendance, mais ce n'est pas le propre des infrastructures cyber, c'est le propre de toutes les infrastructures en Afrique depuis les indépendances. Et ça, c'est quelque chose dont les États africains doivent absolument s'affranchir s'ils veulent exprimer leur souveraineté, que ce soit en matière de numérique ou de souveraineté tout simplement. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est que sur les infrastructures dont ont besoin les États africains, eh bien, on remarque que souvent, les infrastructures dont ils disposent ou dont ils souhaitent disposer ne sont pas adaptées à leurs besoins. Pourquoi? Justement, parce que soit des bailleurs de fonds, soit des consultants internationaux mal intentionnés préfèrent vendre des choses qui coûtent très cher, même si elles ne sont pas adaptées, hein, et se faire des commissions agréables. Et ça, c'est un réel problème pour les Africains parce qu'ils se retrouvent parfois avec des infrastructures qui sont totalement surdimensionnées ou pas du tout adaptées à leurs besoins. Tout ça parce que il y a soit des bailleurs de fonds qui soutiennent des entreprises essentiellement occidentales ou chinoises, si c'est dans l'autre sens, ou des conseillers qui sont de mauvais conseils. Or, moi j'estime que le devoir d'un consultant, c'est d'être de bons conseils et pas de vendre quelque chose qui ne correspond pas aux besoins. Hein, donc les études de faisabilité, il faut peut-être parfois les revoir. Donc ça, c'était mon deuxième élément. Les États africains ont besoin d'infrastructures adaptées à leurs besoins et pas des infrastructures copier-coller de ce qu'on fait ailleurs. Voilà. Et ça, c'est aussi notre rôle à nous tous, ici, en tant que consultants ou conseillers, à faire du bon conseil là-dessus. J'ai plein de questions, Stéphane, à te poser, mais on y reviendra là en clôture. Ce que je propose, c'est qu'on aborde le troisième point de notre webinaire avec l'influence opérationnelle. Donc, à toi la parole, Jean-Claude. Dis-nous ce que c'est, hein, l'influence opérationnelle, comment ça se concrétise, comment on fait ça, et puis aussi, dis-nous en quoi c'est efficace, et puis voilà, ce que tu pourrais Ouais. nous dire là-dessus. À toi la parole. Peut-être Euh, redis peut-être rapidement ce que ouais. tu fais là-dessus. Bon, très très rapidement, ça fait 35 ans que je fais du lobbying au sens large du terme, au sens effectivement lobbying, comment faire adhérer des décisions publiques, tant au niveau effectivement de chaque État, enfin principalement c'était la France et l'Europe au moment où l'Europe se constituait, et les groupes de pression par rapport effectivement à différentes activités étaient capables effectivement de pouvoir orienter, puisqu'en fait l'action publique est là, c'est comment orienter des décisions politiques et en tout cas dans l'environnement du lobbying et des grandes mutations. Je remercie en tout cas Jean-Charles et Stéphane pour leur approche, je dirais aussi très pragmatique, et sur effectivement le climat. Alors je vais être assez disruptif, parce que nous sommes effectivement dans un moment de changement mondial, mais colossal. Et je veux dire, on parle beaucoup d'intelligence et d'intelligence à tous les domaines. Revenons effectivement, et si c'est pour défendre les intérêts français, entre guillemets, puisqu'on est bien là sur le sujet, il se passe des choses, je dirais, où la France commence à disparaître de manière, mais vraiment rapide. Je vais prendre quelques exemples avant de parler du lobbying opérationnel sur le continent africain, etc. Prenons l'exemple effectivement du Mercosur, hein, qui est un grand sujet effectivement de la collaboration entre guillemets entre l'Union européenne et l'Amérique centrale et du Sud. Finalement, après avoir expliqué qu'on a une souveraineté française, etc., pour défendre les intérêts des Français de toutes, je dirais, les filières agroalimentaires, etc., françaises, on peut constater que la semaine prochaine, les accords européens et Mercosur seront signés. Donc, au-delà du mensonge d'État français, etc., on continue, on fait un déni colossal, on est vraiment dans la mondialisation où les intérêts, je dirais, d'un certain nombre de groupes de pression l'emportent effectivement sur la souveraineté nationale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on parle finalement de lobbying aussi, il faut en avoir les moyens. Quand je dis bien les moyens, à la fois les moyens financiers, institutionnels, de représentation politique, économique,
et, je veux dire, relationnelle. Finalement, force est de constater aujourd'hui, si on parle effectivement de l'Afrique, on a vraiment une désillusion, je dirais, par les Africains de la position de la France, à la fois politique, économique, mais nous n'avons plus les moyens de notre ambition. On vit encore sur un déni. On croit encore qu'on est une très très grande puissance. Force est de constater aujourd'hui que la France en tant que telle, en termes d'investissement dans les pays africains, alors les pays africains, puisqu'il y a plusieurs Afriques qui a été mentionné, c'est une réalité, finalement, et je prends cet exemple, un désengagement, par exemple, des entreprises bancaires françaises en Afrique. C'est-à-dire comment vous voulez faire de l'influence et comment vous voulez effectivement piloter des opérations quand vous savez que la Société Générale, en particulier, hein, ce n'est pas elle que je prie, commence à se désengager. Et même notre support financier se désengage effectivement des pays africains. Ça, c'est un exemple juste très concret. Ce que je constate effectivement dans la finance, et un autre point, on a beaucoup gossé sur, je dirais, la francophonie des affaires. Alors, on est les champions du monde de parler de la francophonie, on nous a gargarisé pendant des mois sur la francophonie des affaires, en pensant que si on avait un langage commun, on était capable effectivement de faire des affaires. Et finalement, moi, je constate, même dans l'Afrique francophone, aucun contrat ne se signe en français, tous les gros contrats se signent en anglais, ça c'est le premier point, et que finalement la compétitivité et la capacité dans laquelle effectivement on a à agir, c'est quel est le prix que vous faites, et finalement, par rapport à la concurrence internationale, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit américaine, qu'elle soit, quand je dis européenne, c'est-à-dire espagnole, italienne, etc., dans le continent, quand on n'est pas compétitif, on peut effectivement avoir toute la volonté du monde, mettre toutes les infrastructures en place, etc., dans l'intelligence économique. Force est de constater que finalement, la signature d'un contrat est liée effectivement à une capacité qu'on a effectivement à assurer effectivement la qualité à un prix qui est concurrentiel. Or, force est de constater, et vous le voyez aujourd'hui, l'état de la France dans lequel on est économiquement. Et finalement, on n'a plus la capacité aujourd'hui de pouvoir contrecarrer les investissements étrangers. Et il disait très, très justement, les Américains sont en train de mettre un poids colossal en termes de lobbying sur effectivement l'Afrique, plus particulièrement de l'Afrique francophone. Ils considèrent que les Français ont déserté effectivement cet espace économique. Et il y a de grandes actions qui sont en train d'être menées par les Américains, au-delà des aides USAID, etc., pour effectivement financer de manière tout à fait importante un certain nombre de projets liés effectivement à l'Afrique, principalement l'Afrique francophone, pour ne pas le nier. Non, ce que je voulais dire, si vous voulez, en termes de lobbying, on peut faire ce qu'on veut, mais il faut avoir les moyens de pouvoir le faire. Et finalement, aujourd'hui, au-delà de la volonté qu'on peut avoir, je dirais, de la France, de dire on va essayer effectivement de se battre, on s'aperçoit qu'on perd des parts de marché en continu, ne serait-ce que regarder notre situation du commerce extérieur. Mais je vois finalement que, prenez juste l'exemple euh, sur, sur l'aspect effectivement de la place de la France économique en Afrique. Je prends juste l'exemple effectivement du Maroc. Il faut savoir que l'Espagne est passée devant la France, effectivement, en termes d'échanges économiques sur le sujet. Alors, où est le problème finalement, hein, puisque est-ce que c'est un problème je dirais de manière générale, de lobbying? On n'est pas capable effectivement de s'organiser ensemble pour être capable de pouvoir convaincre que nos solutions sont bien les meilleures à un prix, même s'il n'est pas tout à fait compétitif, en fait, quelque part. Alors, quand on parle de lobbying, c'est, je dirais, principalement, c'est comment inverser, ou en tout cas, comment maîtriser le fonctionnement, je dirais, institutionnel de chaque pays, si on parle de l'Afrique, et être capable, effectivement, de trouver les biais qui nous permettent, effectivement, de pouvoir se présenter avec des sources, je dirais, capables de pouvoir proposer des solutions par rapport, effectivement, à une concurrence qui est extraordinairement forte. Et quand on disait les États-Unis, il y a aujourd'hui la Chine, il y a aujourd'hui effectivement les Turcs, il y a aujourd'hui l'Inde, il y a un certain nombre, tous les autres pays sont là. Un autre problème que nous avons, si on défend la France, c'est que l'Europe n'existe plus entre guillemets. Je m'aperçois que chaque pays joue dans son précaré. Les Allemands jouent allemand, les Espagnols jouent espagnol, les Italiens jouent espagnol. On n'a plus du tout d'approche, effectivement, capable globalement de pouvoir dire on a une Europe capable, effectivement, de pouvoir travailler, je dirais, ensemble, de manière coercitive et ensemble, capable de prendre des marchés en commun. Ça, c'est vraiment le constat global que je veux faire. Alors, c'est quoi
ce qu'on appellerait en fait le lobbying. Il y a plusieurs niveaux de lobbying. Il y a le lobbying effectivement institutionnel, capable effectivement de dire à des groupes ou à des groupes d'intérêt, hein, finalement, de voir dans chaque pays africain, là où il y a des opérations à mettre en œuvre, d'être capable effectivement de pouvoir appuyer, ou en tout cas euh, faire force, d'être capable effectivement de pouvoir soit modifier des législations, soit modifier, je dirais, des comportements institutionnels dans le cadre de nos propres intérêts par rapport à nos propres modes de fonctionnement. Ça, c'est un point qui est non négligeable et la diversité effectivement des politiques africaines, enfin de chaque pays, rend effectivement la situation quand même dans l'échelle de la complexité extrêmement élevée. Mais ça, là, on est au niveau des États. Comment on est capable effectivement par rapport à nos propres marchés, par rapport à nos propres ressources, par rapport à notre qualité, de dire comment on peut, je dirais, influencer les prises de décision des grands acteurs nationaux africains sur nos propres entreprises, pour lesquelles effectivement tout l'intérêt effectivement de l'intelligence économique et tout l'intérêt du lobbying, c'est quand même d'essayer de signer des contrats pour effectivement notre entre guillemets souveraineté économique pour qu'elle puisse effectivement exister. Après, il y a d'autres niveaux. Il y a l'aspect local, territorial, où aussi il faut comprendre effectivement, est-ce qu'il y a effectivement une qualité, ou en tout cas des outils et des méthodes qui permettent effectivement aux porteurs de projets, entrepreneurs, associations, de travailler efficacement avec les élus du territoire afin de convaincre d'adopter de leurs projets. En gros, c'est quoi? C'est repérer les entités, bien sûr, concernées par les projets, c'est identifier les élus locaux, administrateurs, compétents. Surtout, et là c'est très important en Afrique, c'est comment décoder leur langage et leur mobilité d'action. Okay, et à savoir comment faire des alliés avec nous dans la collectivité ou sur le territoire et les territoires. Et après, c'est surtout convaincre et influencer, d'être capable effectivement de dire comment on est capable de contribuer au développement du territoire dans une approche que j'appellerais du partenariat durable ou en tout cas inclusif, où la valeur ajoutée est partagée. Là, on a vraiment des enjeux qui sont vraiment en fait colossaux. Mais quand je vois effectivement la non-gouvernance qu'il peut y avoir, quand je vois des groupes, je dirais chinois, des groupes même américains, des groupes indiens, des groupes, enfin, quels qu'ils soient, aujourd'hui, il y a peu de gouvernance permettant effectivement une certaine éthique des affaires. Et là, je touche un point qui est, me semble-t-il, important, c'est que la corruption est à tous les niveaux, et là, on peut me dire même dans l'échelle de la corruption, je veux dire, c'est à tous les niveaux, et je pense qu'on est loin encore d'arriver à une certaine éthique de rationalité dans je dirais, la qualité et la probité des affaires en Afrique. Là, je reviens de 8 jours du Gabon et de ses alentours. Et je m'aperçois que dans le cadre effectivement de cette transition aujourd'hui au Gabon, avec en fait, le nouveau pouvoir, je vois comment la complicité, on est effectivement dans les relations avec le gouvernement, les relations avec le chef d'État, les relations avec les intérêts qui sont déjà présents, je dirais, à la fois français, mais qui sont attaqués de toutes parts par effectivement les grandes puissances chinoises, américaines et autres. Euh, Nous avons une difficulté, effectivement. Pourquoi? Et elle est liée à quoi? Elle est liée effectivement au financement. Aujourd'hui, celui qui va en Afrique, celui qui ne vient pas avec ses propres financements, a quand même très très peu de chances, en tout cas, de pouvoir engager un projet. Et je dirais que chaque projet en Afrique, maintenant, est une aventure, au sens large du terme. Quand j'ai une aventure, c'est qu'on est dans l'échelle de la complicité maximum, que ce soit au niveau des pouvoirs politiques, que ce soit au niveau effectivement des institutionnels, que ce soit au niveau des contre-pouvoirs qu'il peut y avoir, que ce soit effectivement par rapport à l'histoire de chaque pays, on est vraiment dans une aventure. Et donc, on peut avoir toutes les méthodes, je dirais, concernant effectivement le lobbying, à la fois, je dirais, au niveau étatique, ou le lobbying opérationnel, c'est-à-dire comment les groupes, etc., peuvent effectivement influencer la prise de décision des gouvernements, publics ou privés. Sachant très bien que le privé en Afrique a un rôle aussi également très 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 important, mais très très lié à la prise, très très lié au pouvoir, indéniablement. Voilà. Donc, ce qui est quand même fondamental, et pour résumer, parce que là j'ai un peu peut-être dépassé mon sujet, je vais prendre juste un exemple. Eramet, qui est quand même celui qui produit le manganèse et qui exporte le manganèse effectivement du Gabon,
est obligé de fermer une de ses mines, non pas effectivement liée à la productivité, mais liée effectivement à la chute effectivement de l'achat des matières premières de manganèse par la Chine de moins de 30%. Donc on s'aperçoit que même si directement on est impliqué dans le développement durable des mines, etc., sur un sujet qui est celui du manganèse, qui est Eramet avec effectivement l'ensemble de ses filiales, ben, la décision a été prise de fermer une mine. Pourquoi? Parce que la Chine, qui achète effectivement pratiquement plus de la moitié de la production, même un peu plus, effectivement, a décidé, puisqu'elle a aussi une grosse problématique de développement et de ces projets, limiter effectivement l'achat de manganèse qui se répand effectivement. Donc, localement, on considère que ce sont les Français qui ferment la mine, etc. Mais les Français ne ferment la mine que parce qu'il n'y a plus la capacité effectivement des Chinois d'acheter effectivement ce produit-là. Et ça, je peux finalement vous donner plusieurs exemples, etc. Si je prends l'or, parce que je travaille pas mal aussi sur l'or en Sierra Leone et dans d'autres pays, en fait, finalement, quand vous avez effectivement une organisation mondiale qui essaie effectivement d'assurer la traçabilité de la production de l'or pour qu'on ait effectivement une production éthique, entre guillemets, morale, s'attachant effectivement à l'inclusivité pour le développement de chaque individu effectivement en fait en Afrique. Quand vous avez effectivement des entreprises chinoises ou des entreprises effectivement du bassin, enfin je veux dire, et de Dubaï qui arrivent tous les jours avec leur avion, avec le cash directement en dehors effectivement de toute règle, etc. Donc on ne vit plus du tout dans la même gouvernance et dans les mêmes règles. Donc ça, c'est une des problématiques aujourd'hui sur les sujets. Alors concernant en fait le lobbying, il y avait une phrase non, que va faire Macron en fait au Maroc, c'est quand même bien qu'il y aille quand même après cette brouille, etc. En fait, on s'aperçoit que la France, sa capacité, c'est quoi? C'est d'inviter les 20 chefs d'entreprise du CAC 40, plus 20 en fait, personnalités du showbiz, ça fait très très bien pour la France, et que finalement, voilà comment est représentée la France, les 20 entreprises du CAC 40. Si vous oubliez quand même qu'il y a des milliers et des milliers d'entreprises PME, PMI qui auraient effectivement un grand besoin d'être effectivement fédérées ou confédérées. Ce que fait l'Allemagne à l'étranger, ce que fait l'Italie à l'étranger, ce que fait l'Espagne, nous, on ne le fait pas. Voilà. Enfin, je ne suis pas pessimiste, mais il y a un certain nombre de contraintes. Et un point qui est aussi, je termine là, la spécificité. Il y a chaque pays africain a ses spécificités, a sa propre culture, a, je dirais, ses réseaux déjà, mais presque ancestraux, je dirais, en granularité extrêmement prégnante, et que finalement, j'ai vu au Gabon, quand vous tombez effectivement sur des Gabonais d'origine libanaise, depuis, je dirais, près un siècle, ils sont déjà en place par rapport, effectivement. Et là, on peut faire toute l'intelligence économique. Bon, il y a des réseaux, et la capacité, c'est comment influencer après un gouvernement, capable, effectivement, de dire, vous nous prenez, vous ne nous prenez pas, et finalement, par des réseaux qui sont déjà institutionnalisés historiquement, culturellement, depuis des années. Voilà. Jean-Claude, une question là, posée par Bruno ou une confirmation. Il constate, lui, que les financements AFD pour les projets africains ne sont pas liés aux entreprises françaises. Alors, ce qui n'est pas la C'est pratique, vrai. d'après ce qu'il dit, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie. Tu confirmes ça? Exact, je confirme. Donc, on marche sur la tête, Ben, comme dit nous, Bruno? on marche sur la tête depuis longtemps, hein. Mais là, ça s'aggrave parce qu'effectivement, dans la mondialisation dans laquelle on est, aujourd'hui, dans la compétition qui est si ouverte, on voit la réalité du sujet. Mais comme on fait un déni, hein, parce qu'on croit toujours qu'on est les plus forts, on est les plus beaux, on est les plus intelligents, on fait du déni de réalité. Sauf que ce déni de réalité, il va exploser avec le budget 2025 de l'État français. On ne sous-estime pas effectivement je dirais, le niveau dans lequel on est effectivement de défiance par rapport à la fois aux institutions financières extérieures, plus les institutions, etc. Quand on n'est pas dans un climat de confiance, quand on n'est pas, on est en train de sortir, effectivement, lié à notre, enfin, je dirais, 30 ans ou 40 ans, peu importe, je dirais, de vivre sereinement au-delà de nos capacités. Ben, maintenant, on arrive au bout et que face à la compétition mondiale, il y a un autre sujet aussi qui est important. Il ne faut pas sous-estimer les BRICS, ce qui s'est passé en Russie, Ouais. finalement. Même s'ils ne sont pas d'accord entre eux, etc., ils vont quand même
ils vont quand même se fédérer, effectivement, sur un nombre de sujets pour contrer l'Occident. Mais contrer l'Occident, ça c'est une chose. Contrer les États-Unis, ça c'est encore une autre. Mais contrer l'Europe, c'est assez facile. Et contrer la France, alors c'est encore plus facile. Merci pour ta réponse. Merci à tous les trois là pour ces interventions vraiment riches, hein, intéressantes. Alors, passons rapidement aux questions-réponses là, ou revenons en tout cas aux questions-réponses qu'on aimerait vous poser. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose là, prenez la parole directement ou écrivez ou écrivez dans le chat comme vous le souhaitez. Si vous avez des questions pour les intervenants. Oui, Jean-Pierre, moi j'ai une question, ou plutôt un complément par rapport à ce qui a été dit, notamment sur l'intelligence d'affaires. C'est que dans l'intelligence économique, on oublie un aspect qui est celui de l'émission d'informations. Et le problème, notamment quand vous utilisez l'intelligence artificielle, c'est que quand vous cherchez de l'information sur les marchés, les produits, le secteur, donc l'information qu'on appelle l'information d'affaires ou l'information concurrentielle, si on veut, ben, l'Afrique reste encore, à part les grands groupes, reste en fait une grande tache blanche. C'est-à-dire que beaucoup de ces économies n'existent pas faute de données susceptibles d'être intéressantes pour des entreprises qui s'intéressent au marché africain. Et juste une petite remarque sur les crédits liés. Je rappelle quand même qu'on est signataire d'un accord de l'OCDE qui veut qu'il n'y ait pas de crédits liés dans le cadre de l'aide au développement. Et je rejoins M. Fontanive là-dessus. On s'est fait tailler des croupières, non pas tellement par les Allemands, parce qu'ils respectent plus ou moins, mais surtout par les Chinois, les Indiens, l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie, Absolument. tous ces gens qui n'en ont strictement rien à faire, malgré Exactement. la signature des accords. Ah oui, oui. Donc c'est. Oui. Et là, on est vraiment. Sur la question de l'émission de l'information, qui veut répondre là Jean-Charles, tu veux répondre sur la question de l'émission de l'information? Est-ce que si on n'émet rien du tout comme info, on n'existe pas? Il n'est pas là, Jean-Charles. Ou Stéphane, en fait, ou toi, Jean-Claude. Oui, ben, effectivement, dans le monde dans lequel nous vivons, pour exister, ben, il faut produire de l'information. C'est comme nous à titre individuel, hein. Si on n'a pas d'identité numérique, on n'existe plus. C'est la même chose pour un État. Euh, Si un État n'est pas en mesure, et c'est de l'influence opérationnelle, hein, aujourd'hui, c'est plus Absolument. la diplomatie qui fait le positionnement de l'État, c'est tout ce qui va tourner autour, c'est-à-dire comment il va se positionner en faisant de la smart influence, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Euh, Comment il va valoriser ses territoires, comment il va se valoriser lui-même, quel narratif il va construire autour de tout cela. Ouais. Et c'est ça sa façon d'exister aujourd'hui. C'est comme les stars télévisées ou de la chanson, si elles n'existent pas sur les réseaux sociaux, elles ne vendent pas de disques. C'est exactement la même chose. Hein. On est un monde de plus en plus virtuel et numérique, mais l'économie, elle est aussi virtuelle et numérique aujourd'hui. Donc l'État qui n'est pas en mesure euh, de se positionner et de produire la donnée nécessaire pour avoir une position n'existe pas, tout simplement. Et l'exemple que je donnais, j'ai posé un jour la question à ChatGPT, quel est l'état du marché de je ne sais plus quel produit, je crois que c'était la chaussure, au Kenya, hein, et qui sont les principaux concurrents? Et ChatGPT m'a répondu très gentiment, je ne peux pas vous répondre faute de données. Ouais. Donc pour une entreprise qui veut s'intéresser au marché de la chaussure au Kenya, ça veut dire que le Kenya n'existe pas, tout simplement. Oui. Mais c'est la problématique. Il y a deux problématiques dans votre exemple. C'est ben, premièrement la production de données. Alors les données, elles existent, mais ça veut dire qu'elles ne sont pas forcément répertoriées et placées au bon endroit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les algorithmes qui ont été développés pour faire fonctionner ChatGPT sont des algorithmes
occidentaux et américains en particulier, qui ne prennent pas la dimension culturelle, locale ou que sais-je encore, du Kenya ou d'autres régions du monde, et donc qui donnent des réponses biaisées. C'est ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et là, ben forcément, les données disponibles pour entraîner ces outils d'intelligence artificielle sont des données essentiellement occidentales, hein, et donc vont donner des réponses totalement farfelues sur d'autres régions du monde. C'est un vrai problème et c'est là où je parlais tout à l'heure de dépendance, hein. Absolument. À partir du moment où vous avez des Chinois qui peuvent bénéficier des données d'1,5 milliard d'habitants, euh, que va-t-on faire au Grand-Duché de Luxembourg? Je caricature volontiers, Oui, c'est ça, c'est ça. mais Effectivement. voilà, il faut, toute proportion gardée, se rendre compte que pour avoir des outils d'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut de la donnée. Et Mm. c'est pas avec nos données européennes, avec nos 300 millions d'habitants, qu'on fera le poids vis-à-vis de géants comme la Chine ou les États-Unis qui gèrent les données du monde Évidemment. entier avec leurs GAFAM. Et ça pose un vrai souci en Afrique parce que ben, les données existent, mais elles ne sont pas forcément reprises. Et les seuls qui les reprennent aujourd'hui sont, encore une fois, des Américains à 90%. Tout- Euh, mais avec des outils d'intelligence artificielle qui ne correspondent pas à ce type de données. J'allais dire, l'Afrique, bon, c'est un territoire aujourd'hui où les pays sont en concurrence les uns contre les autres ou avec les autres. Euh, dans certains cas, bah, peut-être que c'est très difficile et que la partie est peut-être perdue. Il y en a d'autres où c'est pas le cas. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces pays-là? Bon, je pense à RDC peut-être qui est encore ouvert. Je pense à le Maroc, l'Égypte, par exemple, en Afrique du Nord. Euh, Qu'est-ce que l'Europe doit faire pour maintenir son influence? Alors, est-ce que c'est voilà, est-ce qu'il faut combiner intelligence économique, les outils, la technologie et aussi l'influence opérationnelle? Qu'est-ce que toi, Stéphane, tu dirais? Qu'est-ce que toi, Jean-Claude, tu dirais? Et Jean-Charles aussi. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises françaises, notamment, pour garder de l'impact? Allez, je veux bien me lancer le premier. Euh, Oh, mais sans faire je un long pense discours, forcément. Mais qu'est-ce que tu penses, toi? moi, je pense qu'il y a deux choses à faire. Euh, la première, c'est revenir sur Terre et être rationnel. On est dans un monde qui évolue, sur un continent africain qui évolue très vite, et l'inertie structurelle dont fait preuve nos entreprises européennes fait qu'elles sont en décalage par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui. Donc là, il est temps de revenir aux fondamentaux et de s'adapter tout simplement. Et c'est ça aussi l'intelligence économique, hein, c'est pouvoir anticiper et s'adapter. Or, on Oui, n'en fait pas. Alors, heureusement qu'on en parle aujourd'hui, mais nos entreprises n'en font pas, hein. Et oui, c'est aussi oui, pour ça qu'il y a ce décalage Ce par rapport décalage. à l'Afrique d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et il y a une deuxième chose, c'est il ne faut pas avoir peur de foncer. Nous avons des entreprises qui sont frileuses. Ah oui, mais on ne va pas aller en RDC parce que c'est un pays corrompu et puis on va se faire rattraper par la patrouille, le FCPA ou la loi Sapin 2 ou que sais-je encore. Mais il arrive un moment, si on ouvre un parapluie pour pas être mouillé, puis un deuxième pour ne pas mouiller le parapluie, et ainsi de suite, ben on finit par ne plus avoir aucune main de libre parce qu'on tient que des parapluies. Et finalement, on ne travaille plus. Et nos partenaires ou nos concurrents qui ont été cités, turcs, indiens, saoudiens, brésiliens, s'affranchissent totalement de ça et foncent. Et donc, si on ne prend pas le train en marche, eh bien, on reste sur le quai de la gare. Ouais. Enfin, juste pour dire, c'est qu'on n'a plus du tout en France la culture du risque, enfin, au sens réel du terme. On ne veut plus prendre effectivement le moindre risque. Mais pour une seule raison,
c'est que vous avez plus de la moitié de la population en France, dans les structures, je dirais que ce soit étatiques ou intermédiaires, etc., ce sont des fonctionnaires. Donc on a vraiment, enfin, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais on a vraiment aujourd'hui enfin, je dirais un décalage profond entre, je dirais, les grandes options, effectivement, d'en haut, par rapport effectivement à la réalité à la fois économique dans laquelle on est, mais le monde a vraiment changé. La culture du risque aujourd'hui, elle est vraiment, je dirais, sous-estimée. C'est-à-dire qu'on ne veut plus prendre du risque. On est vraiment dans un cocon et on croyait que l'Europe allait nous protéger un peu. C'est pas vrai. L'Europe peut nous protéger sur un certain nombre de choses, mais chaque pays européen, je dirais, est capable aujourd'hui de générer son propre business. Moi, je vois des Espagnols ou les Italiens en Afrique, ben, je veux dire, ils ont la culture du risque entrepreneurial. Ils savent prendre des risques. Nous, on ne sait plus prendre du risque. Donc, un changement de mentalité profond. Mais ça, il faut pouvoir le dire. Mais quand on le dit, on nous traite effectivement de dire, mais c'est pas vrai, c'est ça. Enfin, mais si, la réalité, elle est là sur le terrain, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut, Jean-Claude? Il faut un grand plan de formation des Non. administrateurs de l'État, Moi, à je pense que ça va au-delà de ça. Déjà qu'on changer le fasse recrutement des gens? non, non, mais attends, déjà qu'on fasse notre propre write-off, nous, déjà, sur effectivement ce qu'est la France, le business de la France, etc. Je ne sais pas comment sera la France dans 3 mois. Et ça, je suis vraiment très, très inquiet par rapport effectivement à ce qui est en train les trajectoires qu'on est en train de faire. Enfin, je veux dire, on est à 6 ou 6% effectivement de déficit, etc. Enfin, on est surplombé de tous les côtés et on voudrait être compétitif par rapport à d'autres qui savent, un, prendre des risques et deux, qui sont capables effectivement d'être à la fois opérationnel et compétitif. Mais on est à l'envers, quoi. Voilà. Euh, Merci beaucoup à tous pour ces interventions high level, là, grande qualité. On va, avec l'équipe Convergence, faire une synthèse et la transcription de ça. On vous le transmettra. Affaire à suivre sur ce Merci. sujet Merci, avec merci. les uns et les autres parmi vous et sur des projets concrets. Merci beaucoup encore une fois. Et comme il est 12h40 et qu'on a dépassé un peu l'horaire, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour de nouveaux webinaires et de nouvelles occasions d'échange et de partage et surtout de projets concrets sur lesquels on pourrait mettre nos expertises au service des ambitions européennes, on va dire. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne journée. À Merci bientôt. à vous et à Au très revoir. bientôt. Au revoir.